continent africain, l'île de Madagascar compose un vaste territoire qui s'étire sur 1580 km du nord au sud. Peuplée de 15 millions d'habitants, répartis en 18 ethnies, Madagascar est la 4e plus grande île du monde. Sur les rives du canal du Mozambique, entre Tuléar et Murumbe, la côte sud-ouest de Madagascar est le territoire des Vèzes, peuple de pêcheurs semi-nomades. Comme toutes les ethnies malgaches, les Vèzes sont le fruit de diverses vagues d'immigration arabe, africaine et asiatique. Au fil des siècles, ces peuples se sont mélangés pour donner naissance à des ethnies nommées du nom de leur chef, de leur région ou encore de leur activité. C'est ainsi qu'à bord de leur pirogue à balancier, semblable à celle que l'on retrouve sur les côtes indonésiennes, les pêcheurs de la côte ouest ont reçu le nom de Vèze, qui désigne celui qui pagaie. Les Vèzes sont semi-nomades. D'avril à septembre, ils pêchent le long de la côte et ils établissent des campements constitués de huttes en roseaux ou de tentes dressées avec les voiles des pirogues. Dans les lagons, les Vèzes pratiquent différents types de pêche, dont celle au filet que l'on remonte à la force des bras. Le filet à petite maille est posé au milieu du lagon par une pirogue, tandis que 2 pêcheurs à chaque extrémité le tirent avec un filin vers le rivage. Repérable grâce à ses flotteurs en bois, le filet se referme petit à petit et entoure les poissons qui se retrouvent pris au piège et conduits vers une poche en nylon à l'extrémité du filet. Les pêcheurs ont déjà pris une bonne dizaine de kilos de poissons. Répétées plusieurs fois, cette technique leur permet d'en prendre jusqu'à 20 kilos par jour. Balao, capitaine, aiguillette et taboukiba composent l'essentiel de cette pêche dans le lagon. Une partie de la pêche sera séchée puis vendue sur le marché, tandis que l'autre partie servira à nourrir la famille, souvent constituée d'une dizaine d'enfants. Dans le lagon, on pratique aussi la pêche au fusil. De fabrication artisanale, le fusil est en bois et la flèche est une barre de fer aiguisée, tendue par un élastique provenant d'une chambre à air de pneus d'avion. Les pêcheurs plongent à plus de 15 mètres de fond et peuvent rester jusqu'à 2 minutes en apnée. Ici, chaque pêcheur a son territoire. Que ce soit un trou, un morceau de récif ou un banc de sable, le lagon est quadrillé en zone de pêche transmis de génération en génération. Si les Vèzes semblent vivre en parfaite harmonie avec leur environnement, le canal du Mozambique est aujourd'hui convoité par des bateaux de pêche industriels qui viennent même du Japon. Le chalutage et surtout le fait que la zone de 2000 marins réservée aux pêcheurs traditionnels ne soit pas respectée met gravement en péril cette zone côtière et de ce fait menace la survie du peuple Vèze. Au mois de juin 2001,
cette partie de Madagascar a été bouleversée par un événement exceptionnel. Si les amateurs d'éclipses ont pu apprécier ce phénomène, les Vèzes, eux, ont préféré se cacher de peur de devenir aveugles. Tu as regardé l'éclipse? Ah non, je me suis caché les yeux. J'ai mis ma tête sous la voile. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Tuléar, Ifat est le point de départ d'une autre forme de pêche, la pêche sportive. Le lagon d'Ifat s'étend sur une trentaine de kilomètres. Il est bordé par une barrière de corail distante de la côte de 2 à 5 kilomètres. Cette barrière, encore bien préservée, peut atteindre jusqu'à 800 mètres de large. Depuis 8 ans, Eric, skipper professionnel, passionné de pêche, emmène ses clients pêcher dans les passes, lagons et failles de la côte sauvage du pays Vèze. La sortie du lagon s'effectue par la passe sud, la plus proche du village. Eric emmène aujourd'hui Fred, moniteur de plongée, et Philippe, hôtelier, tous les deux installés à Madagascar, pêcher la carangue à la passe de Manombo. Nos pêcheurs ont opté aujourd'hui pour des appâts frais qu'ils comptent attraper avec des plumes. Chimchon, le bateau d'Eric, est équipé de 8 lignes, dont 2 montées sur tangon, d'un GPS et d'un sondeur. Eric garde en permanence un œil sur son sondeur qui lui indique la profondeur et la topographie du fond marin et détecte les bancs de poissons à la verticale du bateau. Eric repère un banc de poissons qui, aussitôt, mord aux plumes. Ici, on les appelle chinchards. Ce sont de petits thonidés au mode de vie similaire à celui du maquereau. Généralement de 25 à 35 cm, ils peuvent atteindre dans les eaux tropicales jusqu'à 50 cm. Avec les bonites, ils représentent l'une des nourritures préférées des carangues géantes, ainsi que des espadons, marlins et thons jaunes. Le temps d'atteindre la passe de Manombo, qui est la plus éloignée du village d'Ifat, Cliff installe à la traîne des plumes et un rapala. Prends la canne. Le rapala est attaqué par un petit hasard combatif. Il est là? Ouais.
Parent du thon à dents de chien, on le reconnaît à son museau pointu et à sa large bouche aux dents coupantes. Si les plus gros peuvent atteindre les 2 mètres et les 50 kilos, celui attrapé par Philippe fait 70 cm et environ 7 kilos. Le tasar va agrémenter le dîner de l'équipe. Coupé en fines lamelles, il fera un excellent carpaccio. Arrivés devant l'entrée de la passe de Manambo, les 3 équipiers malgaches d'Eric se chargent de monter les chinchards morts en appât. Cliff utilise 2 hameçons, un sous les ouïes, le second sur la caudale. Puis, à l'aide d'un fil de cuivre, il ligote la bouche pour lui donner l'aspect d'un poisson vivant. Enfin, il ajoute un plomb pour maintenir le poisson sous l'eau dans une position horizontale. Deux appâts sont mis à l'eau et traînés à une vitesse de 2 à 3 nœuds. Eric connaît bien la passe de Manambo, dans laquelle ses clients ont déjà pris plusieurs carangues géantes de 30 à 50 kilos. Prends la canne, prends la canne, prends la canne. Allez, pousse le frein. Premier départ de ligne. Philippe, pris dans l'action, en oublie de ferrer correctement le poisson et le perd. Une fois la ligne remontée, au vu de l'état de l'appât, il n'y a pas de doute pour Eric. Pour attaquer les appâts comme ça, c'est des grosses carangues ou... Ouais. Toujours des grosses. Combien? Normalement au-dessus de 30 kg. Au-dessus de 30 kg et jusqu'à... Bon, la plus grosse qu'on ait prise, elle faisait 50. Et c'est courant qu'on prenne des carangues de 40 kg. Avec cette technique-là. La prochaine ne nous échappera pas. Je suis assez nouveau à m'intéresser à la pêche. J'ai démarré avec eux. Je pensais que c'était quelque chose de très très individuel. Et en fait, je m'aperçois que pas du tout. Au contraire, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un travail très complet pour lequel on disait, enfin ce que je pense, c'est que l'aboutissement seulement, c'est de voir arriver le poisson au bateau. Mais en fait, ce qui est peut-être le plus intéressant de tout, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est que pour arriver à ce moment-là, à ces quelques minutes, il y a un travail de fond qui peut durer des mois, des années, pour arriver à quelques minutes d'excitation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Au moment où il y a l'attaque, je compte jusqu'à 10. Pas trop vite. À ce moment-là, on se met d'accord, c'est-à-dire que moi je dis on y va. Toi tu pousses le frein jusqu'à la butée, 30% de la résistance de la ligne. On part à fond la caisse vers les grands fonds. Pour la sortir des patates.
Nouveau départ de ligne. Cette fois-ci, la répétition d'Éric a bien fonctionné. Le poisson est ferré. Philippe et Éric laissent le poisson prendre près de 300 mètres de fil. Philippe pêche avec une ligne légère de 30 livres qui laisse toute sa chance au poisson. Malgré l'accélération du bateau, le poisson a immédiatement plongé vers le fond avec puissance. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une grosse carangue qui tente de se réfugier au fond pour enrouler le fil autour d'une patate de corail. Pour ce faire, Éric utilise systématiquement des bas de ligne en tresse de 7 mètres à toute épreuve. Une fois correctement harnaché, Philippe est prêt pour un combat qui va durer une petite demi-heure. La carangue géante peut mesurer jusqu'à 1,50 m et peser plus de 80 kg. Le record du monde est aujourd'hui de 57 kg. Outre les bonites, chinchards et autres petits poissons, elle se nourrit aussi de crustacés. Les carangues vivent en banc serré allant jusqu'à 100 poissons. Elles affectionnent les fonds coralliens et les zones à fort courant, comme les estuaires ou les passes qui relient les lagons à la haute mer. L'apparition du bas de ligne précède de peu celui du poisson. Il s'agit bien d'une carangue signobilis, ou carangue à grosse tête de plus de 30 kg. En général, la chair des carangues est délicieuse. Mais les spécimens de très grosse taille sont souvent toxiques car elles concentrent de la cygatoxine, une biotoxine que les petits poissons ingèrent en se nourrissant de phytoplancton. À proximité du bateau, Cliff et Philippe attachent une corde à la queue de la carangue et la sortent de l'eau avec précaution. La carangue peut rester hors de l'eau plusieurs minutes. Ceci ravit les pêcheurs qui peuvent ainsi l'admirer à bord avant de la relâcher. La boursouflure à la lèvre supérieure est la cicatrice d'une blessure peut être due à un hameçon. Très lourd. Combien? 30 kilos. Les carangues aussi, maintenant, les grosses ou les petites, je les relâche. Pourquoi tu relâches les carangues? Parce qu'elles sont sédentaires et même si elles sont en banc, même si elles sont des bancs qui ont 50 à 100 individus, elles sont là. Mais si on en enlève une, elle ne va pas revenir avant plusieurs années. Et avant que parmi les jeunes, il y en ait une qui soit arrivée à devenir assez grosse pour remplacer celle qu'on a prise. Belle carangue, c'était... Ah, c'est une très belle carangue. Ah oui, c'est quelque chose de toujours très excitant parce que la carangue est donc très forte, très puissante. Elle est capable, elle cherche toujours à aller au fond, à se réfugier dans les patates de corail elle arrive très souvent à casser des lignes.
Donc c'est toujours quelque chose c'est toujours un grand moment quand on voit des belles bêtes comme ça et qu'on arrive à les remonter au bateau. C'est des moments très forts. T'as senti justement en remontant qu'elle pouvait t'échapper? Toujours jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que vraiment elle soit très très fatiguée. Jusqu'à l'arrivée au bateau, souvent il y a un deuxième départ, peut-être encore plus fort que le premier. Et à ce moment-là aussi, il y a un gros risque de perte. Et donc jusqu'au dernier moment, on a très peur. Au total, la passe de Manombo aura réservé aux pêcheurs une demi-douzaine d'attaques. Barracuda, requins et surtout carangues. En majorité, les poissons ont été plus malins que les pêcheurs. Taza la japonaise. Celui-là était vraiment très bien. À Madagascar, chaque ethnie a ses rites et coutumes. Chez les Vèzes, la tortue est un animal fétiche. Ils lui vouent un culte particulier car elle est la représentation incarnée pour eux de la force et de la virilité. Ici, sur les rives du canal du Mozambique, la tortue la plus courante est la tortue verte qui doit son nom à la couleur verte de sa graisse. Pouvant mesurer jusqu'à 90 cm et peser 150 kg, les tortues viennent sur la plage uniquement pour pondre. Déposés au fond d'un trou, les œufs éclosent après une période d'incubation d'une 60aine de jours. Le sexe des tortues à naître est généralement déterminé par la température. Ainsi, les œufs incubés à une température de 26 degrés donneront des mâles, alors que ceux incubés à 31 degrés donneront des femelles. Pour les petites tortues, un long combat pour la survie commence. Vulnérables, elles sont une proie idéale pour les oiseaux et pour bon nombre de poissons. Seules quelques-unes d'entre elles deviendront adultes et c'est seulement dans une dizaine d'années qu'elles pourront se reproduire. Le plus étonnant est qu'elles reviendront dans 10 ou 15 ans sur le lieu de leur naissance pour pondre à leur tour. Même si les tortues ont peu de prédateurs, les Vèzes sont un des rares peuples au monde à encore pêcher la tortue. Selon une coutume ancestrale, elle doit être harponnée et ramenée au village vivante. Si par malheur elle mourait en mer, les esprits de la mer pourraient faire disparaître les tortues à jamais. Pierre est un chasseur de tortues réputé. La nuit est le meilleur moment pour repérer les tortues, car elles profitent de l'obscurité pour se nourrir. Accompagné par son frère, Pierre part pour une longue nuit de chasse. Vêtus de quelques vêtements chauds pour affronter le froid et l'humidité, ils partent avec le minimum. Ce n'est qu'au petit matin que Pierre repère enfin une grosse tortue verte. Il manque plusieurs fois de la harponner. Pouvant plonger jusqu'à 50 mètres avec des pointes de vitesse à 30 km/h, une tortue menacée peut rester en apnée plusieurs heures sous l'eau. La flèche en fer forgé est montée sur une lance en bois et reliée à une corde d'une centaine de mètres de longueur. Lorsque la tortue est touchée, elle plonge immédiatement et cherche à se réfugier dans un trou.
La chasse à la tortue est extrêmement difficile et peut durer plusieurs jours. Même si l'animal est repéré, il faut encore réussir à s'approcher suffisamment près pour transpercer son épaisse carapace avec le harpon. Depuis son départ, Pierre aura passé plus de 24 heures en mer, mais il est revenu chez lui avec une tortue de plus de 50 kilos qu'il va partager avec toute sa famille. Seule trace du combat, un petit trou laissé par le harpon dans la carapace de la tortue. Selon la tradition, la tortue est découpée vivante, sa chair est partagée entre les membres de la famille et la tête de la tortue est plantée sur un pieu appelé ranja. Le rituel est orchestré par un maître de cérémonie. La tortue est retournée sur le dos et posée sur des branches pour éviter que le sang ne touche le sable, ce qui porterait malheur. Dans la vie des Vèzes, sortilèges et croyances prennent une part importante. Le plastron est découpé à la hache. Pierre intervient seulement à la fin pour découper la partie arrière qui va permettre d'ouvrir la tortue. Le sacrifice effectué, la viande de tortue est bouillie, les meilleurs morceaux comme le foie et le cœur sont donnés à Pierre. Une partie du cœur sera placée à l'avant de la pirogue, ceci afin de lui porter chance. On ne pêche pas une tortue, on la chasse, car elle ne nage pas comme un poisson. Moi, je la repère au souffle qu'elle fait lorsqu'elle sort de l'eau pour respirer. Matin frisqué à bord du Shimshon. Il fait à peine 15 degrés en juin, c'est l'hiver austral à Madagascar. Eric a décidé de continuer l'exploration de la passe de Manombo. En chemin, le bateau longe la barrière de corail que signale la crête blanche des vagues. Au-delà de la barrière, le plateau continental plonge rapidement. Les fosses atteignent jusqu'à 1500 mètres. La technique de pêche reste la même. Les chinchards pêchés la veille et gardés au frais feront encore aujourd'hui d'excellents appâts à la petite traîne. L'arrivée à Manombo est saluée par le passage de 2 baleines à bosse. L'attente est rarement très longue. Un premier départ de ligne met immédiatement Fred en action. Un espadon voilier a surgi, saisi l'appât et sauté une première fois. Poisson extrêmement rapide grâce à sa nageoire dorsale en forme de voile, l'espadon voilier est fameux pour ses sauts spectaculaires. Ils lui permettent bien souvent de se détacher de l'hameçon. L'important pour le pêcheur est de garder la ligne tendue.
L'espadon n'est pas un très gros spécimen, les plus gros pouvant atteindre les 3 mètres et de 60 à 80 kg. Les spadons voiliers, comme tous les poissons à rostre, ne sont jamais gaffés par respect pour un si bel animal. Cliff le saisit par le rostre et le monte à bord. Le rostre, rugueux comme du papier de verre, nécessite absolument l'emploi de gants épais. Fred a pêché un voilier de près de 2 mètres et d'une trentaine de kilos. Sa voile est intacte, par contre, blessé à l'œil, il ne pourra malheureusement pas être relâché, au regret de Fred, adepte de la relâche des poissons à rostre. En route vers la passe sud du lagon d'Ifat, Eric fait installer un système de pêche original qu'il a repéré aux États-Unis et adapté pour Madagascar. Le principe est de se servir d'un treuil pour descendre une ligne munie d'un appât frais par 50 à 70 mètres de profondeur. L'important est de pouvoir maintenir cet appât au fond. Un plomb de 5 kg est supporté par la ligne du treuil, sur laquelle est reliée par un élastique la ligne de la canne à pêche. Lorsqu'un poisson de fond ou une carangue attrape l'appât, la ligne reliée par un élastique au fil du treuil se détache et permet au pêcheur de poursuivre le combat à partir de sa canne à pêche normale. L'ensemble est tiré à vitesse réduite sur le fond marin, en évitant que l'appât et le plomb ne viennent se coincer entre 2 patates de corail. C'est un pied. C'est un pied. Le plomb, il va toucher le fond. Là. On va relever un petit peu là. 1,75. Et là, comme ça, tu vas chercher quoi? Là, on cherche des poissons qui sont plus au fond, donc on va prendre des mérous, des gros barracudas, tazar, carangue aussi. Là, on prend un peu tout. On prendra beaucoup plus de requins aussi. Les requins sont foncés. Ce n'est pourtant pas le treuil, mais une ligne de surface munie d'un rapala qui fait l'objet de la prochaine attaque. Philippe ferre et ramène vers le bateau un barracuda. Il pèse moins de 10 kg et s'est livré assez vite. Comme le tazar d'hier, il fera un excellent carpaccio ou sera grillé sur le barbecue ce soir. Et est-ce que quoi, il y a maintenant des techniques de pêche que tu préfères à d'autres? Bon, le leurre, n'importe qui peut pêcher avec, il suffit de les mettre à l'eau, alors plus ou moins bien, connaître les endroits, etc. Mais c'est un peu à la portée de tout le monde. L'appât vivant, c'est très difficile parce qu'il faut d'abord trouver l'appât, le monter dans un laps de temps très court pour qu'il reste vivant très longtemps. Et on peut pêcher pendant des heures si c'est bien fait. Mais il faut savoir bien faire, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Au niveau de la technique et de la finesse de la pêche, c'est quand même de loin ce qui est le plus intéressant. Lorsque la bonite est sortie hors de l'eau, Eric installe rapidement un hameçon juste au-dessus de la tête et un deuxième au niveau de la caudale.
Il y a des signes extérieurs sur la mer qui permettent de déceler quand il va y avoir l'attaque. Hein. Vous avez remarqué, quand il n'y en a pas frais, l'élastique se tend, l'appât frais sait qu'il y a le prédateur derrière et peut des fois la ligne se détendre et remonter au bateau, repartir. À ce moment-là, c'est magique, quoi, parce que ça précède de quelques secondes l'attaque et on le sait avec l'expérience. Donc là, il y a un moment où les pulsations montent, l'intensité monte et là, à ce moment-là, il est extraordinaire. Ça, je crois que c'est le moment le plus intense de la pêche, encore plus que le combat lui-même. C'est arrêt sur image, là, d'un seul coup, il y a un moment où tout se fiche, quoi. Ça ne dure pas longtemps. Il y a les marins qui regardent le tangon avec l'élastique, il y a les autres qui regardent le frein, la ligne, il y a un moment où tout s'arrête. Vous avez dû remarquer, personne ne parle, il n'y a rien. Je ne me suis jamais amusé à regarder combien de temps ça durait, mais il y a un moment, à chaque fois, où tout s'arrête. C'est un grand barracuda qui attaque l'appât vivant. Aussi surnommé le tigre des mers, le barracuda est un poisson féroce et extrêmement rapide. Le grand barracuda est solitaire. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 40 kg. Barracuda. Il a sectionné le bas de ligne en tresse, pourtant d'une résistance de 200 livres. Instantanément, il a foncé sur la deuxième ligne pour s'emparer de l'appât et il a également sectionné le bas de ligne. L'autre aussi, il est cassé. Il a coupé l'autre aussi. Ouais. Ouais. Il a coupé les fils. Tirer au blanc. Ça, tu vois? Blanc. Regardez, il est ventré là. Un saut d'enfer. Il m'a fait un deuxième départ, disons. Il a coupé les deux bas de ligne. Net, hein. Tu vas essayer de le repêcher ou pas? Alors oui, la troisième hameçon, mais là, à mon avis, il va commencer à sentir de la... C'est quoi? C'est du 200 livres en moins. Tranché net. Ça rigole pas. Impressionnant. Ça, c'était pas un gamin. Hein. J'ai même pas eu le temps de le combattre, il a dévidé tout le moulinet. Ouais, il a dévidé la moitié du moulinet, il s'est pas arrêté. J'aime le côté itinérant de cette pêche là, qui permet d'alterner la pêche au lagon, la pêche passe, la pêche à l'extérieur dans les grands fonds. On peut vraiment tout alterner dans une journée. Selon on ne sait pas en partant le matin exactement ce qui va se passer. Selon qu'on ait des appâts frais, quel appât frais, quelle variété on a. En fonction de ça, on adapte la pêche. On peut pratiquer pratiquement toutes les pêches possibles, ce qui est assez rare, quoi. En une journée, vous pouvez passer du marlin bleu au noir, la carangue nobilis, le requin. En une journée, c'est pas rare de prendre 6-7 poissons différents. Alors, il n'y a pas forcément des gros, il n'y a pas forcément une grande quantité, mais par contre, il y a la diversité. Moi, je dirais ce qui caractérise Madagascar, la pêche à Madagascar, c'est la diversité. Cette fois-ci, c'est un requin pointe blanche d'environ 50 kg que Fred va tenter de remonter avec une ligne de seulement 30 livres. Il repart là, il repart. Il a des beaucoup de boutoirs. Hein. Il sent bien. Poisson qui... nerveux. Qui nerveux ça. Petit peu de moteur, Eric. Bien. Le requin pointe blanche se nourrit principalement de poissons, mais aussi de pieuvres et de crustacés.
Le requin attaquait l'appât par la queue, c'est pourquoi la tête est restée suspendue au-dessus de l'hameçon. Fred prend la précaution de bien garder sa ligne tendue, car le requin peut à tout moment enrouler la ligne autour de lui et sa peau rugueuse, telle une toile émerie, pourrait la couper. Reconnaissable à la petite tache blanche sur la nageoire dorsale, il a aussi la particularité pour un requin d'avoir des dents aux angles légèrement arrondis. Il vit surtout sur les fonds rocheux en pente. C'est un animal nocturne, le jour il adore les replis rocheux pour se mettre à l'abri de la lumière. S'il n'est pas provoqué, le requin pointe blanche n'est pas considéré comme dangereux. On a une plus longue là. Non mais là ça va, il est juste sur le bord de la gueule. C'est bon, donne-moi la... Voilà, vas-y, et dans la gueule. Voilà, bien. Il a battu, il voulait plus la lâcher. Il ne voulait pas lâcher la batte. Il a mordu la batte, il a coupé la lanière du... Il est parti avec la lanière de la batte. Le requin, lui, c'est un sprinter, donc il part à fond, il faut tenir le roche. Et bon, après, c'est vrai que bon, après, il vient. Mais celui-là, en particulier, était très teigneux, quoi. C'était un poisson qui était vraiment, pour sa taille, qui était rond, qui était vraiment costaud. Et il m'a étonné parce que vraiment, il était vraiment teigneux, quoi. Caractériel, vraiment, il s'est rendu au dernier moment. Hein, alors qu'en principe, les requins, quand même, cette variété-là vient plus facilement, quoi. Une fois qu'il a tout donné dans le départ, il revient au bateau sans repartir, hein, il est lourd, mais il revient, quoi. Celui-là, vraiment, a été particulier dans sa manière de combattre, quoi. Il était vraiment teigneux, il a essayé de se rouler dans la ligne, il est passé à droite, à gauche. Non, vraiment, c'était un petit coup de ligne sympathique pour un requin, parce que sa manière de combattre, ça fait plaisir de le relâcher, quoi, parce que vraiment, c'était, pour un requin, chapeau, quoi, c'est bien battu. En tant que pêcheur et plongeur, Fred a voulu savoir comment se comporte un poisson devant un appât. Sous l'eau, il a vécu une scène étonnante qu'il a filmée. On a fait une petite mise en scène en fait sous l'eau pour voir un petit peu comment les poissons se comportaient devant un appât. On avait noyé un gros morceau de bonite avec l'hameçon bien noyé au milieu de l'appât pour éviter de ferrer les poissons. Et donc pendant ces expériences, là, on a eu une scène insolite. On peut dire, il y avait un gros mérou qu'on avait pêché plusieurs fois, qu'on avait relâché plusieurs fois. Donc il connaissait très bien que les appâts, il y avait un hameçon, donc il ne se laissait plus prendre. Et à un moment, il y a un requin qui est venu, qui a pris l'appât devant lui.
Le requin rentrait dans son périmètre de chasse. Le mérou a foncé littéralement sur le requin. Comme on avait noyé l'hameçon dans l'appât, il n'a pas été ferré, il a recraché le bout de bonite. Le mérou a attrapé le bout de bonite derrière le requin. Le requin, lui, a fait demi-tour. Il a poursuivi le mérou. Quand on a ferré le mérou, l'appât est ressorti. Le requin a repris l'appât. Il est reparti dans l'autre sens. Donc on a eu vraiment une scène qui a duré quelques minutes, mais qui prouve que vraiment, même sous l'eau, il y a des règles à observer. Ils ont leurs règles, ils ont leur périmètre de chasse. Et donc c'était vraiment un moment assez exceptionnel. Ce jour-là, Philippe était sur le bateau, loin de s'imaginer qu'un requin se disputait son appât avec un mérou. En définitive, Philippe remontera le requin puis le relâchera. Il ne faut pas oublier que les Vèzes pratiquent, en quelque sorte, la pêche à la traîne, la pêche au gros. Les Vèzes traînent avec des appâts frais, des balao, une petite aiguillette. Et ils pêchent régulièrement quand on les voit toute la journée. C'est assez exceptionnel d'ailleurs, car on peut les prendre au GPS. S'ils sont à 5 nœuds par exemple, ils restent toute la journée, on peut leur rester 1 heure avec eux. Ils rament à la même vitesse, ils mettent la ligne autour de la ceinture, comme ça avec une petite boucle, pour quand le marlin vient taper l'appât coule. Donc ça déclenche, il y a le mou de la ligne qui sont passés autour de leur taille, qui tombe dans l'eau. Donc l'appât coule légèrement. C'est surtout pour l'espadon voilier. Il revient le prendre, il part, il le ferre à la main. Si c'est un gros poisson, il y a souvent 2 pirogues qui s'attachent ensemble. Comme elles sont en balsam, ils font frein, ils s'attachent. Et c'est pas rare de voir souvent des pirogues qui avancent tout doucement, remorquées par un poisson. Donc c'est vraiment le vieil homme et la mer en quelque sorte. Et les Vèzes pour ça font souvent des marlins, des espadons voiliers. Malgré tout, on a beaucoup de points communs. Ils ont beaucoup de respect envers la mer, beaucoup de respect envers le poisson. Bien sûr, ils le veulent, plus que nous. Nous, c'est plus pour le challenge et le plaisir. Eux, c'est le challenge, le plaisir et aussi pour survivre. On n'a rien inventé, ils le font depuis très longtemps, avec peut-être moins de technique et sans moteur, et c'est assez exceptionnel, quoi. Toute la journée, ils peuvent traîner à la même vitesse. Ils s'avouent, ils n'ont pas de sondeur, ils n'ont pas de GPS, mais ils traînent au bon endroit. Et ils traînent avec ces appâts frais aussi. Sur la côte ouest de Madagascar, l'univers des pêcheurs Vèzes et celui des pêcheurs sportifs paraît tellement éloigné. Mais sur les eaux du canal du Mozambique, il n'y a pas de différence. Chacun vit une aventure de pêche et se respecte.